Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Tel est le thème du 18e sommet de la francophonie qui s'est ouvert ce 19 novembre à Djerba en Tunisie. Plusieurs chefs d'État sont présents. Focus sur les partenariats publics-privés en Côte d'Ivoire. En 2016, 12 projets prioritaires ont été présentés aux investisseurs. Et puis la sortie le 16 décembre prochain du 8e album de Richard Amourou. Pour l'occasion, l'artiste camerounais donnera un concert à Yaoundé. Il sera avec nous en fin d'édition pour en parler. Mais tout d'abord, l'ouverture ce 19 novembre du 18e sommet de la francophonie en Tunisie. Un rendez-vous organisé à Djerba et pour lequel plusieurs chefs d'État sont réunis. Point phare de ce sommet, la célébration des 50 ans de l'organisation. Un anniversaire célébré avec 2 ans de retard, le sommet ayant été reporté à 2 reprises en 2020 et 2021. Au programme également l'élection du successeur de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF. La réélection de la diplomate rwandaise est quasi assurée puisqu'elle est la seule candidate en lice. Si le sommet est avant tout axé sur le numérique, il ne fait pas pour autant abstraction du contexte politique et sécuritaire mondial marqué entre autres par des crises. Les coups d'État en Guinée, au Mali, au Burkina Faso ou encore la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo devraient notamment être au cœur des discussions. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial Paul-Marcel Mayagui. Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, le numérique comme vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone », le 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement membres de l'Organisation internationale de la francophonie a débuté ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie, en présence de 85 délégations, dont une dizaine de chefs d'État africains qui a fait le déplacement. Et parmi les thèmes du huis clos entre les chefs d'État à ce sommet figurent les questions de défiance citoyenne, de gouvernance politique et économique, d'autonomisation de la femme et de l'inclusion numérique comme vecteur de développement. L'autre point culminant de ce sommet des chefs d'État de la francophonie est sans doute l'élection du nouveau ou de la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et la rwandaise Louise Mushikiwabo, actuelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, autant pour moi, est l'unique candidate enregistrée. Actuellement, la planète compte près de 321 millions de locuteurs français et 59% d'entre eux se trouvent en Afrique. Et pour les dirigeants africains, le sommet de Djerba devrait permettre au continent de jouer un rôle plus important dans le concert des nations francophones. Rencontrée au sortir de la 43e session de la conférence ministérielle de la francophonie, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, revient sur les enjeux et sur l'agenda de ce 18e sommet des chefs d'État de la francophonie. Alors ce sera le sujet des chefs d'État. Demain, nous avons notamment une séance à huis clos des chefs d'État sur la francophonie de l'avenir, c'est-à-dire le positionnement ou le repositionnement de notre organisation sur le plan mondial, les réformes internes de l'OIF, l'organisation que je dirige. Et nous aurons également un huis clos politique sur la relation entre les citoyens et les gouvernants. Et donc, mon rapport sera réservé aux chefs d'État qui m'ont donné mandat il y a 4 ans. Rappelons que ce sommet célèbre avec 2 années de retard le cinquantenaire de cette organisation de 88 États membres dont l'Afrique fut fondatrice à travers la Tunisie sous son président Habib Bourguiba, aux côtés du Sénégalais Léopold Sédar Senghor et du Nigérien Amani Diori ainsi que du Cambodgien Norodom Sihanouk. Dans l'actualité également, dernière ligne droite avant les élections générales en Guinée équatoriale.
Ce 18 novembre marquait le dernier jour de la campagne électorale dans le cadre du scrutin présidentiel, législatif et municipal prévu ce dimanche. À l'approche de l'échéance, les candidats en lice pour le fauteuil présidentiel sont de nouveau allés au contact de leurs partisans. Ils sont 3 à convoiter la magistrature suprême. Le président sortant, Teodoro Obiang Bazogo, qui brigue un 6e mandat. Il sera face à 2 opposants, Andrés Essono Ondo du parti Convergence pour la démocratie sociale et Buenaventura Monsui Asumu, issu du parti de la coalition social-démocrate. Le Centrafricain pour le règlement constructif des différends fête cette année ses 30 ans d'existence. Pour l'occasion, une célébration était organisée en marge de la 2e retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Depuis sa mise en place, l'institution a permis de former sur le continent plus de 20 000 personnes, notamment des présidents, mais aussi des chefs militaires. Les précisions de Mildred Diamou. 1992-2022, 30 ans d'activité pour la promotion de la paix en Afrique. Le Centrafricain pour le règlement constructif des différents accords a fêté ses 30 ans d'existence en marge de la 2e retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du mécanisme africain d'évaluation pour les pairs, le MAEP, tenu du 14 au 15 novembre 2022 à Durban, en Afrique du Sud. Occasion pour l'institution de revenir sur ses réalisations au cours de ces 3 décennies. Nous avons formé plus de 20 000 personnes sur le continent, des présidents aux chefs militaires en passant par les militants communautaires. Deuxièmement, nous avons des mécanismes institutionnalisés. Nous avons également aidé l'Union africaine et les communautés économiques régionales à mettre en place un système de gestion des conflits, des unités de médiation et des unités d'alerte précoce. Nous avons renforcé les compétences, les structures et cela a été systématisé dans l'architecture africaine de paix et de sécurité ainsi que dans celle des régions. Ces 3 décennies d'existence d'accords ont été axés sur la sécurité, le dialogue, la gestion des catastrophes et l'action humanitaire. L'institution non gouvernementale revendique la contribution à plusieurs processus de paix en Afrique. Dans les contextes de conflits, accords aident les médiateurs par des stratégies ou par l'analyse des conflits. Elle aide également à des négociations dans des conflits communautaires ou entre groupes rebelles et gouvernements. L'institution a participé à diverses formations sur les aspects civils des opérations de maintien de la paix pour les missions de l'ONU en Afrique et celles de l'Union africaine. Je pense que le premier message est que 30 ans est une bonne étape pour une institution africaine parce que nous ne sommes pas souvent en mesure de construire et de tenir des institutions en Afrique. Ce que nous essayons de faire au niveau d'accord, c'est de montrer qu'en Afrique, nous pouvons construire un centre d'excellence, non seulement pour le continent, mais un centre d'excellence mondial. Alors aujourd'hui, Accor a une portée mondiale. Il est bien reconnu au sein des systèmes des Nations Unies, de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Accor note des progrès significatifs en matière de paix et de sécurité en Afrique en 3 décennies. La retraite conjointe du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et du MAEP a été l'occasion pour Accor de renouveler son engagement à coopérer avec les institutions du continent pour une paix et une stabilité durable. L'actualité, c'est aussi la révision des listes électorales en Côte d'Ivoire. Une opération entamée ce 18 novembre et qui doit s'étendre jusqu'au 10 décembre prochain. Pour mener à bien ce processus, la commission électorale indépendante va déployer sur le terrain plus de 2000 équipes. À l'issue de cette opération, la CEI espère ainsi atteindre les 1 million de nouveaux inscrits. Actuellement, 7 millions d'électeurs ont été recensés. Notons que cette opération se déroule en vue des élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025. La Côte d'Ivoire, où parallèlement les partenariats publics-privés se multiplient. En 2016, les autorités avaient présenté aux investisseurs 12 projets prioritaires lors du Africa CEO Forum. Les secteurs ciblés sont ceux de l'énergie, du transport, de l'industrie ou encore des infrastructures. Nathalie Mou.
La Côte d'Ivoire est le pays d'Afrique francophone le plus expérimenté en matière de partenariat public-privé. Un atout à l'instar de la stabilité retrouvée dans le pays depuis 2012 qui fonde l'attractivité des investisseurs. La Côte d'Ivoire peut également compter sur la qualité de ses infrastructures, les voies de communication notamment, pour convaincre le secteur privé à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs de développement. Donc la Côte d'Ivoire est un pays stable et ça se ressent dans les PPP et dans tous les investissements qu'on a pu recevoir depuis 2012. Et également la Côte d'Ivoire est un pays avec un pouvoir d'achat important. Tous ceux qui viennent investir dans les services et dans les infrastructures, ils s'attendent à avoir des personnes qui peuvent s'offrir ces services-là. Et également, la Côte d'Ivoire a une stabilité monétaire. La question de la stabilité et de la stabilité monétaire joue beaucoup dans ce qu'on appelle les risques. En 2016, la Côte d'Ivoire a défini 12 projets prioritaires ouverts au partenariat public-privé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de l'industrie, des infrastructures, des ressources animales et halieutiques, du commerce, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et des PME. Ces projets qui nécessitent un financement de 5,3 milliards de dollars sont à 50% en phase de passation en 2022. La Côte d'Ivoire a une sacrée expérience dans le domaine, comme je l'ai dit. On a commencé, les premiers IPP, les producteurs indépendants d'électricité, ont été faits dans l'énergie. Certainement, on a un grand nombre, le nombre de contrats faits dans ce sens est vraiment emblématique de l'expérience qu'on a pu accumuler. Et tout ça, c'est très important dans nos atouts. La Côte d'Ivoire a exécuté son premier projet en partenariat public-privé en 1959 avec la concession d'eau potable de la ville d'Abidjan. Le pays mise sur des mesures d'incitation fiscale, la qualité de la ressource humaine et la facilitation des échanges grâce à l'implantation de guichets uniques d'investissement pour améliorer son climat des affaires. Un consortium pour valoriser le capital naturel de l'Afrique. C'est ce que préconisent les experts de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Avec la mise en place de cette organisation, la CEA entend mobiliser des capitaux pour assurer notamment la transformation des matières premières. Séverin Douk. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ambitionne de mettre en place un consortium de classe mondiale à l'effet de valoriser le capital naturel des États de l'Afrique centrale et des autres sous-régions du continent. Malgré son riche potentiel, l'Afrique demeure un continent à la main tendue, en soif permanente de financement. Il s'agit surtout aujourd'hui de mobiliser, d'avoir un véhicule à but spécial qui permettra de mobiliser des fonds, des capitaux. Ces capitaux qui permettront de mettre en place un fonds souverain au niveau régional. Et ce fonds souverain devrait permettre de financer en premier lieu les priorités de développement, notamment l'industrialisation, la diversification économique au niveau de l'Afrique centrale. Et partant plus loin, de aussi permettre à l'Afrique de s'industrialiser. Le consortium devrait permettre à long terme de mobiliser les capitaux dont a besoin le continent pour réaliser ses ambitions de développement, notamment devenir une base industrielle pour la transformation locale de ses matières premières, mais aussi maintenir le cap pour rester une plaque tournante de solutions écologiques et énergétiques. Le continent a le potentiel de décarboniser l'atmosphère et d'absorber près de 1,5 milliard de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit 4% des émissions mondiales grâce à ses forêts. C'est le temps pour l'Afrique, c'est le temps pour les économies africaines de vraiment se réveiller, de plutôt regarder de l'intérieur. Il faut voir dans quelle mesure faire passer ce capital naturel dormant en des capitaux productifs. Nous avons besoin de mobiliser tous ces capitaux essentiels pour que nous puissions porter la vision, cette vision de faire de l'Afrique une base industrielle, je dirais, de classe mondiale. La CEA se donne pour objectif d'accompagner les politiques dans leurs efforts vers le développement durable à travers des travaux d'analyse et de recherche ou encore des plans d'action qui favorisent l'intégration régionale.
Dans l'actualité culturelle à présent, il fait danser les foules au rythme du bikouti. L'artiste camerounais Richard Amoubou sortira le 16 décembre prochain son nouvel album. Et il est avec nous pour en parler. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre nouvel album s'intitule Le Temps. Pourquoi le choix de ce titre? Est-ce qu'il fait une certaine référence faite à l'ensemble de votre carrière? Oui, le temps, car on dit chaque fois qu'il faut un certain nombre de temps pour acquérir une certaine expérience. Je pense qu'en 20 ans de carrière, aujourd'hui, je peux dire que j'ai pris le temps qu'il fallait pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Au niveau musical, on vous définit généralement comme un chanteur traditionnel, si on peut dire. Est-ce que ce nouvel album s'inscrit dans la tradition ou est-ce qu'au contraire, vous y explorez de nouveaux horizons? C'est un mélange de tout. Car je me suis retrouvé à faire des featuring avec des collègues, voilà, Lady Ponce, Bendeka. Donc c'est un voyage en fait. Je suis en train de m'ouvrir sur un autre monde en fait. Et justement, comment est-ce que vous avez choisi ces collaborations? Le choix est toujours porté sur la voix. Déjà, comme je suis un chanteur à voix, j'apprécie ce que fait Lady Ponce, ce que fait Bendeka. Donc ce sont des personnes qui font les choses de la même manière que moi. Donc il faut bien qu'il y ait un feeling avant de se prononcer. Et au niveau musical, comment ça se passe cette collaboration? Elle est plutôt fluide, elle est plutôt porteuse, car ce sont des personnes qu'on ne présente plus. Et quand on est ensemble, le public est plutôt satisfait. C'est votre 8e album, ce qui est assez conséquent pour un chanteur. Qu'est-ce qui permet à un artiste de s'inscrire dans le temps, justement? Là, c'est d'abord la promotion, genre promouvoir ses œuvres. Et en même temps, moi, je peux dire que je fais du bikouti, de la musique traditionnelle et qui est atemporelle. Donc du coup, un son de moi qu'on écoute aujourd'hui, ce qui est clair, quand on l'écoutera dans 10 ans, ce sera toujours d'actualité. Donc je m'inspire du quotidien et c'est ce qui fait ma force. Et en termes de création artistique, qu'est-ce qui fait qu'un artiste peut se renouveler continuellement? Ça revient toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'en fait c'est le quotidien. Quand on s'inspire de tout ce qui se passe autour de nous, nous restons, en fait, déjà je peux me dire, voilà, tel autre a fait ceci, tel autre a fait cela. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui pour ne pas faire comme les autres? Donc c'est pour cela que d'aucuns m'appellent le perturbateur, parce que quand on m'attend à l'est, on me voit plutôt à l'ouest. C'est fait toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire. Quel regard portez-vous sur l'industrie musicale camerounaise, notamment sur la nouvelle génération qui opte plus pour des sonorités urbaines? C'est dommage à un certain niveau, parce qu'il faut le dire aujourd'hui que tout est devenu commercial. Et quand c'est commercial, ça ne dure pas. C'est pour un moment, on fait un single qui, ma foi, fait 3 mois et après ce n'est plus ça. C'est vrai que ça fait rentrer de l'argent, mais on n'y peut rien. Quand on bosse, c'est pour gagner des sous, donc à chacun son choix. Après la sortie de cet album, quelle sera la prochaine étape pour vous? Est-ce que vous avez des tournées de prévues? Oui, déjà là, je vais en Afrique dès le 1er décembre, déjà pour présenter le nouvel album. Le 16 décembre à Yaoundé, à Planète Ponce. Et ensuite, j'irai en Côte d'Ivoire pour 3 spectacles aussi. Et je reviendrai à Yaoundé pour préparer les autres sons qui sortiront en 2025. Parce que normalement, j'aurais dû fêter les 20 ans de carrière au Palais des Sports à Yaoundé le 25 juillet 2020. Mais avec le Covid, on a été obligé de reporter cet événement. Là, nous serons à 25 ans de carrière, qu'on fera plutôt le 24 juillet 2025 au Palais des Sports à Yaoundé. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi de prévus en termes musicaux? Oui, puisqu'il faudra un nouvel album pour accompagner le concept. Donc je serai au Cameroun pendant 3 mois pour travailler sur cet album qui va sortir et qui aura certainement d'autres couleurs. Parce que quand je vais du côté de la Côte d'Ivoire, c'est pour rencontrer d'autres collègues pour des éventuels featuring. Combien de temps ça met la préparation d'un album? Par exemple, le temps, combien de temps vous avez mis pour moi, je prends toujours 4 à 5 ans parce que je suis un chanteur à texte. Donc, ce qui fait que pour pouvoir mûrir son inspiration, on a besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir faire avancer les choses. Pour moi, ça prend vraiment beaucoup de temps. Merci beaucoup Richard Amoubou d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que votre nouvel album sera dévoilé le 16 décembre prochain à Yaoundé. À cette occasion, vous donnerez un concert au cabaret Planète Ponce. Ça c'est clair.
Merci beaucoup. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Ne veux pas de langue de face.